Les Hommes de la Mer, le titre original c'est The Long Voyage Home. The Long Voyage Home c'est le long voyage de retour. Le long voyage de retour c'est fabuleux je trouve comme titre parce que c'est le long voyage de retour vers quoi? Ce sont des hommes qui n'ont jamais fini de rentrer chez eux en fait. Et ils ne cherchent pas à rentrer chez eux. Parce que, sans se l'avouer, mais tout en débordant d'amour pour cette idée en permanence, la mer c'est chez eux en fait. C'est un film qui est produit de façon personnelle par Ford. Il le produit par l'entremise de sa maison de production à lui, qui est Argosy Pictures. Argosy Film, pardon. Et le film sera distribué par la United Artists. C'est un film peu cher. Et qui est un film entièrement tourné en studio et c'est un film dans lequel du coup il s'offre une totale liberté. Et c'est un film qui est très très intéressant, qui est même passionnant d'ailleurs à plus d'un titre. D'abord parce que c'est un John Ford oublié, enfin vraiment qu'on a totalement oublié au même titre par exemple que Les Sacrifiés, L'Aigle vole au soleil, Les Cavaliers, Frontières chinoises, Les Cheyennes. C'est vraiment des films de Ford dont on parle beaucoup moins. Alors souvent parce que les critiques sont pas tendres envers eux, mais la plupart du temps aussi parce que ce sont des films qu'on n'a peut-être pas pris le temps de redécouvrir, sauf dans des ouvrages fort ciblés. Et ensuite parce que c'est probablement l'un des films les plus personnels de John Ford. Pour ajouter à ça, c'est un film qui est sorti pendant la guerre. La France était déjà engagée en conflit avec l'Allemagne, donc il est écrasé, on va dire ça comme ça, entre plusieurs films. C'est-à-dire que l'année précédente, en 1939, John Ford sort Vers sa destinée, La Chevauchée fantastique, Sur la piste des Mohawks. C'est quand même 3 énormes classiques, 2 produits par la Fox et 1 produit par la RKO, qui sont 3 très grands succès publics et critiques, et qui ont beaucoup intéressé également la critique française à l'époque. Et la même année que Les Hommes de la Mer, donc l'année suivante en 1940, Ford réalise également Les Raisins de la colère, donc évidemment pour le compte de Zanuck. Inutile de dire que le film, par les Oscars qu'il a rapportés et aussi par son succès public et critique, a totalement évincé Les Hommes de la Mer. Sans compter que l'année suivante, en 1941, il y a Quelle était verte ma vallée. Bon là pareil, Oscar du meilleur réalisateur pour John Ford. Donc bon, voilà, c'est vrai que Les Hommes de la Mer dans tout ça, il a l'air un peu perdu. C'est pas un film sur l'Amérique, même s'il a quelques similitudes d'ailleurs esthétiques et thématiques surtout, avec Stagecoach, La Chevauchée fantastique, sorti l'année précédente. C'était un film dans lequel, on va dire que John Ford enfermait l'Amérique dans une diligence. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment la prostituée, le médecin, le hors-la-loi, enfin voilà, il y avait vraiment tout le monde dans une diligence. Bon, là, c'est pas la même chose, mais il a tendance à enfermer quelque part un petit peu le monde entier, d'une certaine façon, dans ce bateau. Déjà, il y a un Anglais, il y a un Suédois, il y a un Américain, enfin, il y a du monde, des Irlandais évidemment. Why don't you report it when the lights went out? All right, Mr. Check everyone on the forecastle. Swanson here. MacDonald? What? Oh, here, sir. Bergman. Here. Davis. Davis. Ford, c'est vraiment quelqu'un qui a embrassé absolument tous les aspects de l'Amérique et de 2 façons différentes, c'est-à-dire à chaque fois en y apportant son fantasme, une sorte de folklore. Il ne faut pas oublier que c'est un Irlandais, un cinéaste immigré, donc il a aussi une vision assez européenne quand même de la chose, avec son folklore personnel. Dans Les Hommes de la Mer, on pourrait se dire, mais qu'est-ce qui fait que c'est irlandais en fait comme film? Parce que comme ça, à première vue, ce n'est pas un film qui montre l'Irlande, on la voit jamais, on voit juste la côte américaine et encore d'une certaine manière, on va essayer d'y revenir, et la côte anglaise, mais ça n'a rien à voir avec L'Homme tranquille. C'est un film beaucoup plus austère, en noir et blanc, et dans lequel Ford montre, comme d'habitude, d'une superbe science de la photographie, des cadres, de la profondeur de sa focale, de la façon dont il transperce l'obscurité vraiment avec des raies de lumière. Enfin, il y a tout un travail esthétique qui donne au film un aspect presque surréel parfois, qui laisse le spectateur d'une certaine manière en apesanteur. Moi, c'est un film que je rapprocherais au niveau visuel des Sacrifiés, qu'il réalisera en 1945, c'est-à-dire cette impression comme ça de flotter quand même, cette constante recherche d'un état entre deux. Il n'y a jamais vraiment quelque chose de clairement défini, mais c'est l'esprit. Voilà, l'esprit du film est totalement irlandais. There's a tune, you love! An Irish tune! J'ai longtemps pensé, toujours encore,
que Ford. C'est un cinéaste qui est clairement situé dans une mouvance entre les poètes John Millington Synge et William Butler Yeats, qui sont des poètes de chantre de la culture irlandaise, qui articulaient leurs travaux de poésie et de littérature en règle générale, autour vraiment de leurs racines, de la foi religieuse, de la foi morale, de la dureté sociale, voilà. On sent dans leurs poèmes et dans leur travail littéraire les volutes d'alcool, les falaises déchirées, la pluie, les embruns, enfin voilà, les côtes, la dureté irlandaise vraiment, qui nous amène en fait à prononcer ce mot qui définit une grande partie quand même, qui est un des meilleurs mots pour définir la filmographie de John Ford, qui est la mélancolie. La mélancolie, on la retrouve vraiment dans quasiment tous ses films, y compris dans ses films soi-disant les plus légers. Moi je pense à La Taverne de l'Irlandais, comme She Wore a Yellow Ribbon. Ford était un être de pure contradiction. Pas seulement, mais c'est aussi l'un de ses traits de caractère fondamentaux. Et cette mélancolie, c'est quelque chose qu'il portait lui-même dans son quotidien. Ollie, Axel. Yeah? Do you not smell the land? The sweet smell of Ireland. The fields and the forests. The green hills. But that's England, that way. Did I ask you? Les Hommes de la mer, c'est également un film très important dans la carrière de Wayne. Parce que John Wayne est un acteur, bon, on va dire, devenu acteur un peu par la force des choses. Il était accessoiriste sur les plateaux, notamment pour John Ford. Un jour, Raoul Walsh est passé dans le secteur, c'était en 1930, à la Fox, c'est ça, avant que ça ne devienne la 20th Century Fox. Et il lui a dit, je te veux pour mon film, quoi. Enfin bon, ça semble être la légende en tout cas. Il a tourné La Piste des Géants, qui va être un très gros film, le premier grand western parlant, et un très gros film budgétairement parlant, et c'est également un film qui ne va pas beaucoup fonctionner. Mais Wayne n'a pas été éreinté par le film. Ça lui a ouvert une porte, petite, par les petits studios. Il est rentré alors d'abord à la Warner en tant qu'acteur de western de série B, et rapidement à la Monogramme. C'est l'arrière-cour d'Hollywood, ce studio tout petit, avec des westerns tournés pour $10 000 en 10 jours, avec 30 chevaux, que des cascadeurs, parce que bon, voilà, il n'y a que des scènes d'action. Voilà. Et dans ces films-là, progressivement, en 65 films, avec beaucoup de westerns et quelques films d'aventure, Wayne va apprendre le métier sur le tas. Il va aussi développer une démarche, développer beaucoup de choses. Jusqu'à ce que Ford l'appelle pour faire La Chevauchée Fantastique en 1939. Et ça va changer beaucoup de choses. Déjà, Ford va lui retirer tous ses tics de jeu, parce qu'il était rempli de tics de jeunes acteurs inexpérimentés qui jouaient dans les westerns pour gosses, il faut bien l'avouer. Et il va y aller extrêmement fort avec lui, il va être très désagréable sur le plateau, mais exprès, pour lui retirer absolument tous ses tics et lui donner une autre stature. Et c'est à partir de là que Wayne va devenir autre chose aussi. Mais pas seulement, parce qu'il est contractuellement lié à l'époque à la Republic Pictures. Et la Republic Pictures, c'est pas vraiment, ce n'est pas une major, c'est une petite maison de production de laquelle Wayne a d'ailleurs à l'époque est la figure de proue. Et le contrat court jusqu'en 1945, il ne peut pas s'échapper comme ça. Donc, mais il a l'occasion entre deux films, entre deux westerns assez basiques, on pourrait citer Sacramento, La Ruée Sanglante. Entre deux de ces films-là, il arrive à tourner ailleurs, notamment deux films qui vont être extrêmement importants pour lui, Les Hommes de la mer de John Ford et Les Naufrageurs des mers du Sud de Cecil B. DeMille. C'est Les Sacrifiés en 1945, qui va, toujours de Ford, qui va lui donner une autre impulsion. Here, I take all this ticket. By golly, there you got money for farm and stick tickets for Stockholm and you... Dans Les Hommes de la mer, il n'interprète pas le personnage principal, ni le plus marquant finalement, mais il interprète un personnage déjà totalement contre nature quand on connaît Wayne, un Suédois gigantesque qui s'appelle Ole, dont Ford fait une figure à la fois presque enfantine, très douce, et en même temps d'une force herculéenne. Et du coup, ça donne au personnage une aura à la fois très rassurante, et en même temps quelque chose
d'un petit peu maladroit qui convient bien au personnage, qui convient bien à Wayne à cette époque, qui n'est pas encore tout à fait l'acteur qu'il sera par la suite. Il y a une différence par exemple majeure, énorme, entre ses deux premières prestations chez Ford, dans ces deux films-là, et dans Les Sacrifiés par exemple, où là Wayne, déjà par la photographie, par le travail de direction d'acteur, on sent, est en train de décupler sa force d'acteur. La suite, avec Le Fils du désert, Le Massacre de Fort Apache, La Charge héroïque, viendront peu à peu, et dans les années 50 ensuite, confirmer le grand acteur qu'il était, peut-être finalement, sans doute d'ailleurs, l'un des plus grands de l'histoire d'Hollywood, en tout cas durant son âge d'or. I'd say we sail at sunrise. Titus Trailers, visita mi canal. For England. American port first for cargo, then we go home. Then I go home. Time to turn in, Smitty. Le cinéaste qui a toujours su relever toute l'ambiguïté de Wayne, c'est Ford. Et il tire toujours de lui une grande fragilité, vraiment, et tout en faisant ressortir évidemment sa force extraordinaire, physique. Comme mentale d'ailleurs. Wayne est quelqu'un de très fort mentalement dans ses films. En plus d'être un réalisateur et un acteur qui ont formé un duo d'exception vraiment, hein. Peut-être l'un des plus beaux duos de l'histoire d'Hollywood, en tout cas durant son âge d'or. C'est vrai que c'était aussi deux amis extrêmement proches, mais tant et si bien qu'ils ont partagé énormément de choses dont aujourd'hui, semble-t-il, on n'a pas encore tout à fait conscience. Je pense qu'il y avait une figure quasi paternelle chez Ford, en tout cas pour John Wayne, et dans l'autre, une projection évidemment de Ford qui se serait rêvé comme ça. You used to call him pigs. If I was a swine, he'd be running the other way after that devil's screech. You won't go home. You'll get drunk. The only way you'll see that farm is through a bottle. You stop that! Stop what, squarehead? You don't make a fool of Ole. He's going home. On a beaucoup dit de Ford que c'était un cinéaste de groupe, voilà, toujours ce principe vraiment de l'Amérique, le groupe, l'ensemble de personnes autour d'un projet. Mais c'est oublier que c'est aussi un réalisateur qui s'intéresse énormément à l'individu. Mais comme si l'individu devait à la fois faire son chemin personnel et en même temps ne pouvait jamais se détacher du groupe. Ils vivent tous côte à côte, pourtant ils sont très seuls, parce qu'ils ont chacun leur univers mental. Entre le personnage de Ward Bond qui parle de ses anciennes conquêtes, on sent que c'est une grande gueule, qui est très bagarreur. Le personnage typique de Ward Bond en fait chez Ford aussi, hein, qui aura de temps en temps l'occasion de sortir de cette image, mais quand même qui principalement est souvent ce style de personnage. Le personnage donc de l'homme à la pipe, qui lui fait le lien entre le début et la fin, puisque il discute beaucoup avec le personnage interprété par Ian Hunter, qui cherche plus ou moins à rentrer chez lui. You ought to be going home. You leave me out of it, Donkeyman. Who's going to leave you out of it when we get back to England? I'm not going back. Ship is. But I'm not. You mean you're going to desert? On sent que ce personnage qui fume constamment, qui regarde la mer, qui discute avec les autres personnages, souvent de manière monocorde, à la fois rassurant et en même temps très mélancolique. On sent presque que Ford adopte le point de vue de ce personnage quasiment. Et lui par contre ne cherche jamais à anticiper quelque chose d'autre en fait, à anticiper une autre existence sur la Terre. Il est vraiment lié à la mer. That look on your face. When a man goes to sea, he ought to give up thinking about things on shore. Land don't want him no more. I've had my share of things going wrong, and all come from the land. Now I'm through with the land, and the land's Le through. personnage interprété par Thomas Mitchell, Aloysius Driscoll, c'est encore le personnage vraiment irlandais, bagarreur, vraiment très grande gueule pour le coup, qui a toujours une bonne histoire à raconter, et d'ailleurs qui dans les scènes dures comme dans les scènes plus lumineuses, puisqu'il y en a quand même quelques-unes dans le film, a toujours cette espèce d'allant comme ça, cette soif de vivre, mais c'est un déchirement. On sent que ce type est vraiment déchiré complètement de l'intérieur. C'est vraiment un magnifique personnage de contradiction totale. C'est une force en fait, une force, toujours en rotation, parce qu'il faut bien vivre, parce qu'il faut bien respirer, parce qu'il faut bien parcourir cette mer en fait. Enfin, c'est voilà, mais il n'y a pas d'autre existence possible. All clear.
Lay him forward. Alors évidemment, à la fin, on apprendra que voilà, il est monté à bord d'un navire pour sauver un de ses compagnons qui était engagé par erreur. Et à ce moment-là, évidemment, il va recevoir un coup sur la tête et c'est lui qui va partir à sa place. Voilà, le personnage n'aurait pas pu terminer autrement. Il appartenait déjà consciemment et inconsciemment à lui. Risk. Il filme vraiment à l'émotion. Par exemple, la scène de la mort du personnage interprété par Ward Bond, et sa scène d'agonie est absolument stupéfiante parce que c'est à la fois une scène d'une profonde beauté. Là encore, je parle d'apesanteur parce qu'on a vraiment l'impression d'être ailleurs dans un entre-deux. Ford filme très bien ça. On n'est pas encore dans la mort, mais on y est presque. Et c'est la grande force du film, de toujours y être. C'est-à-dire on est vraiment dans cet entre-deux. Et à ce moment-là, les personnages forment un cercle mortuaire autour de lui, et là Ford fait ce qu'il sait très bien faire, des plans rapprochés sur ses acteurs, voire des gros plans. Il faut voir la façon dont il filme Wayne, avec un petit halo lumineux, sculptant son visage vraiment dans la pénombre. Remember the night I went crazy with the heat in Singapore? And the time we both got locked up for fighting in Sydney. I do indeed. That fight on the... C'est vraiment des séquences comme ça très très fortes émotionnellement, et elles marchent toujours avec une certaine cruauté. Il faut reconnaître que Ford n'épargne pas la cruauté humaine aussi, qu'elle soit volontaire ou involontaire. Quelque part là-dessus, Ford est en avance perpétuelle par rapport au cinéma américain des années 60-70, qui va remettre beaucoup en cause, par l'entremise notamment de genres tels que le polar ou le film social, la nature humaine. Voilà, l'américain, mais plus généralement l'être humain, n'est pas aussi sympa que, c'est pas juste le bon, le méchant, il y a une véritable ambiguïté, Ford lui est constamment dans cette ambiguïté. Come true. My heart broke. Là, il y a une autre scène cruelle, qui est une scène absolument terrifiante dans le film et qui est en même temps une scène clé aussi, tout comme la mort de Ward Bond. Autant la tension était montée, autant elle redescend d'un seul coup. C'est toute l'humanité de John Ford vraiment qui transparaît dans ces séquences, parce qu'on n'a même pas l'impression qu'il se force. Il n'y a pas de violon. D'ailleurs, ces séquences, très souvent, n'ont même pas de musique. Ce sont des séquences silencieuses avec les souffles. On entend beaucoup le souffle, il y a une importance au son quand même. Ce ne sera pas toujours le cas. On sait que dans ces westerns, Ford est un grand amateur de musique. Go through together. I refuse to tell the children, as you asked, that their father is dead. He'll never be dead to me because I love him. Oh, Tom, you must come back to us. Elizabeth. C'est un extraordinaire exercice d'humanisme de la part de Ford, parce que c'est un cinéma humaniste. Alors, qu'est-ce que c'est l'humanisme? Bon, c'est toujours le problème. L'humanisme, c'est être tourné vers l'autre. Quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en soit, Ford est tourné vers l'autre. C'est quelqu'un qui aime l'homme, qui aime son semblable, mais qui n'en ignore pas non plus les faiblesses et parfois la cruauté, comme je le disais tout à l'heure. À partir de là, on serait tenté de dire que tout le cinéma de Ford, évidemment, est un cinéma humaniste. C'est un cinéma de bagarre et de réconciliation, de copains et d'antagonisme, mais toujours soudés autour de projets communs. Et c'est probablement un des plus beaux films qu'on ait jamais d'ailleurs réalisé, sur la condition du marin. Dans l'idée, vraiment, Ford se livre, il livre ses émotions, ses sentiments. C'est vraiment un film sur la nature humaine, déchirée entre le spleen et le fait de mordre la vie, quoi qu'il arrive.